Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le collectif des transporteurs de marchandises du Niger a rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative à la taxe additionnelle sur le transport que compte opérer le gouvernement à travers la loi des finances 2018. La déclaration est lue par le secrétaire général du collectif, Gérard Delane. On l'écoute. Nous dénonçons l'attitude des autorités à prendre des décisions sans notre avis. Pour preuve, l'augmentation de la patente synthétique est passée, en son article 199, du simple au double, alors que le nombre de rotations vers les ports se réduise au profit des camions étrangers, ne subissant aucune fiscalité au Niger. La vignette est passée de 50 000 francs CFA à 60 000 francs sans que nous soyons informés. La caisse de sécurité sociale est passée de 28 030 francs en 2014 à 48 905 depuis 2015. Le titre de transport est donné à toute personne susceptible d'avoir son argent pour s'acheter un camion mettant en danger la profession de transporteur. L'article 213 nouveau, nous rappelant nos obligations à payer nos assurances, est une insulte au patronat que nous sommes en nous exigeant de présenter la vignette payée à l'État alors que nous exerçons ce métier dans la légalité depuis plus de 50 ans. Quelle belle leçon de morale pour un collectif censé accompagner l'État à recouvrer ses droits en refusant de notre part l'incivisme fiscal. Quel est le sort réservé à notre profession dont les camions ont plus de 25 ans d'âge et que le Code des investissements relatif au renouvellement du parc automobile a été supprimé? Par quel mécanisme et sur du jamais vu allons-nous accepter un prélèvement d'une TVA sur le transport alors que depuis 1994, nous avons accepté la libéralisation des tarifs de transport, favorisant plutôt les commerçants transporteurs à s'acquérir leurs propres camions, tuant ainsi ce métier créé de père en fils et dont la renommée a traversé tant de frontières? Comment pourrons-nous accepter que des citernes soient bloquées plus de 2 à 3 mois alors que d'autres citernes bénéficient de licences d'exportation dont les produits, nous le savons tous, sont déversés au Niger, constituant une fraude sans pareille dans la ville de Niamey? Par ces motifs, nous, collectif national des syndicats des transporteurs marchandises, et par la voie la plus autorisée, celle de la démocratie et de la liberté d'expression, rejetons purement et simplement ce projet de loi des finances 2018. Rejetons de manière ferme les appels d'offres de camions de transport au profit du politique ne disposant d'aucun camion et qui les revendent aux transporteurs à des prix n'ayant aucune marge bénéficiaire à des structures telles que le PAM, la Croix-Rouge, l'OPVN, la CAIMA, la Nigelec, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Défense nationale, surtout à des camions étrangers. Nous proposons une rencontre de haut niveau afin que des points évoqués ci-dessus fassent l'objet d'une concertation et d'une consultation approfondie au profit des parties concernées. Nous encourageons les autres structures syndicales dans la lutte pour la défense des intérêts de la profession du transport. Félicitons également le ministre des Transports sortant pour les efforts inlassables apportés à nos structures patronales durant tout son mandat à travers son écoute, sa disponibilité et ses interventions. Souhaitons la bienvenue enfin au nouveau ministre des Transports dans la prise de ses fonctions, à œuvrer pour les droits des transporteurs marchandises en toute égalité et impartialité. La police du Grand Marché de Niamey a procédé ce matin à la saisie des marchandises qui sont étalées sur les places réservées au parking de ce marché. Une opération naguère appréciée par les revendeurs à la sauvette dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Abdel Nasser Seydou. Demander la rétrocession de leurs marchandises qu'ils ont étalées dans une place réservée au parking confisquée par la police, motif de cet attroupement à l'entrée principale du grand marché des vendeurs à la sauvette. Pour la société de construction et de gestion des marchés Socogem, cette opération de la police est conforme
du moment où la ville de Niamey a interdit toute activité commerciale sur ces lieux. On confisque parce que bon, c'est un lieu qui était interdit. Parce que si c'était possible, on devrait laisser les gens continuer à... Les kiosques devraient exister jusqu'à ce jour. Mais puisqu'il n'y a pas les kiosques, donc ça veut dire que la Sokoyem n'a rien à foutre à ce lieu. Que c'est considéré comme parking et il faut parquer. Vraiment, maintenant, le restant de commercialisation, et les commerçants ne doivent pas s'installer un lieu déguerpi. Parce que même nous, les panneaux, même, on n'a pas le droit de faire des panneaux publicitaires. On ne peut pas, c'est les Nigériens, chaque fois on les sonne, mais ils reviennent pour au moins chercher à avoir de quoi manger. Ben, ça c'est partout. Je ne peux pas détenir, parce que vous savez le nombre de kiosques qui ont été dégagés, c'est beaucoup. Et même ces gens, hein, non, ça ce sont que des ambulants, Pour nous, ce sont des ambulants, parce que bon, de toutes les façons, on ne prend pas de l'argent avec eux. Si c'est la communauté qui en prenne, mais on ne sait pas. Cette opération n'est pas la première du genre. La Sokogem se désengage de toute responsabilité, de toute activité commerciale qui se pratique à l'extérieur du grand marché. De toute façon, la Sokogem n'exploite que l'intérieur du marché. L'extérieur, vraiment, maintenant, actuellement, je peux dire que c'est au nom de la communauté urbaine Niamey. Maintenant, ceux qui gardent les parkings au niveau aux abords donc, du grand marché, c'est les parkings. Le parking aussi, c'est destiné pour ça, hein, depuis la construction. Ça fait depuis un certain temps. On a déguerpi tous ceux qui alentour du grand marché. Même nos kiosques n'existent plus. Mais maintenant, ceux qui s'installent vraiment là-bas, c'est une affaire qui concerne maintenant vraiment aux responsables le commissaire même, parce qu'il est chargé de tenir cet endroit-là serein, parce qu'on ne peut que garer les véhicules. Maintenant, le restant, le fait de mettre donc d'autres personnes qui vont s'installer, ça peut régénérer encore des problèmes. Il est bien normal de pratiquer une activité génératrice de revenus afin d'assurer sa pitance quotidienne, mais il est encore mieux de pratiquer son commerce dans un lieu autorisé afin d'éviter tout désagrément avec la police. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN a rendu publique une déclaration ce matin dans laquelle il réclame toujours justice par rapport pour la mort de l'étudiant Mala Bagale décédé dans les manifestations du 10 avril dernier. Cette déclaration fait suite à une plainte déposée contre X pour la même cause. Abdourazak Léo et Abdou Nasser Seydou. La présente déclaration du comité directeur de l'USN est la suite de la plainte déposée le mercredi 1er novembre contre X pour la mort de Mala Bagale. Elle a aussi pour but d'examiner la situation socio-académique et politique du pays et rappelle les conditions dans lesquelles le mot d'ordre du 10 avril avait été lancé. En effet, ce sont plus de 2 mois de retard dans le paiement de la bourse et des allocations du deuxième trimestre à l'intérieur du pays et des arrêts de bourse pour les étudiants de l'extérieur, les réformes unilatérales voulant imposer le CR Ben Omar pour l'attribution de la subvention. L'insuffisance notoire d'infrastructures. Il faut rappeler que dans certaines facultés, près de 1014 étudiants avaient l'habitude de prendre cours dans un amphithéâtre de seulement 300 places. Dans ces conditions inhumaines et inacceptables, les sections de notre organisation ont quand même fait preuve de compréhension et de patience en dépit des multiples pressions qu'elles exerçaient sur l'organe moral. En passant par les conclusions de la commission d'enquête indépendante. L'ISN a suivi avec attention particulière la publication du rapport de la commission d'enquête indépendante sur les tragiques événements, il faut le préciser, provoqués par les responsables politiques et le commandement des agents de forces d'ordre déployés à certifier. Fruit des exigences des prix inviolables du comité directeur, l'installation de la commission d'enquête indépendante pour apporter la lumière par rapport à l'assassinat ignoble de notre camarade Mala Bagale. Oui, à savoir le ministre et un certain directeur général du régime ténèbres et sanguinaire de la 7e République a abouti au fin à ces investigations avec la participation de 5 de nos représentants, faut-il le souligner. Ces responsables avaient tous soutenu et déclaré que notre camarade assassiné par les agents avait fait une chute sur un bloc de pierre. Lieutenant,
L'USN, tout unis, la lutte. Merci. Quelle honte. Ils reviennent une fois de plus nous confirmer leur irresponsabilité devant l'histoire. Sinon, comment accepter et croire à la limite qu'un ministre de la République peut mentir froidement sur les médias, oubliant que son enfant aurait pu être à la place du camarade Bagalé. Enfin, l'USN informe l'ensemble des militants que le congrès se tiendra du 7 au 9 novembre 2017 à Agadez, avec comme thème fédérateur « Contribution des scolaires nigériens dans le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Niger ». Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a présenté son rapport sur l'indice du développement humain IDH 2016, classant ainsi le Niger à la 187e place sur 188, ce qui a suscité la réaction de l'acteur de la société civile d'Ambaji Son Allah dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. 187e sur 188, juste devant la République centrafricaine. C'est malheureusement la place qu'occupe le Niger, selon le rapport sur le développement humain 2016, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette place peu enviable du Niger ne surprend guère l'acteur de la société civile d'Ambaji Son Allah, qui estime que cela n'est que la résultante de la malgouvernance. Le manque d'autorité de l'État, la mauvaise gouvernance, l'injustice dans tous les cas. Quand on parle de la mauvaise gouvernance, l'injustice fait partie. Le problème de l'inéquité dans la répartition du denier public, et elle est là toujours dans la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, cela ne nous a pas surpris. Et aujourd'hui, vous avez vu pire avec l'arrivée de la nouvelle loi de 2018 qui prétendent adopter, qui va davantage appauvrir le bas peuple. Je ne pense pas qu'on peut songer à un sursaut qu'on peut avoir pour qu'on grimpe dans le sens du classement. Parce que aujourd'hui, vous avez vu, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, que vous n'êtes même pas affiché politiquement, ou bien vous n'êtes même pas politicien, vous ne pouvez même pas sentir ce que c'est la politique, mais vous sentez qu'il y a une situation, une décroissance de train de vie de l'être humain nigérien. Il n'y a pas un pays qui peut prétendre décoller tant que les secteurs sociaux de base ne sont pas entretenus dans les normes. Tant que les secteurs sociaux de base ne sont pas respectés de leur développement, vous ne pouvez pas penser. Soit-il le plus grand géomacien du monde, vous ne pouvez pas faire décoller le pays. Pour que le Niger quitte le rang des dernières nations au monde en matière de développement humain, les gouvernants et ceux qui aspirent à gouverner doivent changer de comportement. Quand il faut leur campagne politique, quand il faut leurs agitations politiques, si on peut l'appeler, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, nous n'avons jamais considéré ça comme des paroles en réalité sacrées. Parce que nous savons très bien qu'ils sont prêts à tout, c'est-à-dire toute tendance confondue, l'essentiel qu'ils puissent tromper le peuple pour que le peuple leur accorde le suffrage. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le concret. Aujourd'hui, je suis en train de te développer, en réalité, dans le concret, ce que nous vivons dans notre propre chair. Et il n'y a pas un Nigérien qui peut me démontrer le contraire de ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il n'y a pas ce Nigérien qui va me faire comprendre en réalité qu'on n'est pas confronté à un problème, je dis bien à un problème de diminution drastique des trains de vie de la population, parce que la réalité, elle est tout autre, elle est là, elle est patente et elle est têtue, tout le monde le constate. Je vous dis et je vous le garantis, tant que nos dirigeants ne changent pas de comportement, qu'il s'agit de la Renaissance, qu'il s'agit d'autres gouvernants qui peuvent venir après la Renaissance, tant qu'ils ne changent pas de comportement vis-à-vis de ce peuple, qu'ils se disent que ce peuple-là, c'est en réalité lui le détenteur de ce pouvoir, et c'est à lui que doit revenir toute gestion, c'est-à-dire on doit veiller à ce qu'il soit dans sa grande majorité dans ses droits, et la gestion doit être équitable vis-à-vis de tout peuple. Tant que les jeunes n'inculquent pas ces genres de notions de leur tête dans la gestion de la cité, je vous garantis, nous serons toujours à la traîne. Cette place qui n'est guère honorifique doit nous interpeller tous. Gouvernants comme gouvernés, chacun doit amener sa contribution pour le rayonnement du Niger. Lors d'une rencontre sur la problématique du mariage des enfants à Dakar au Sénégal, le Niger est classé premier sur les 21 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur cette mauvaise pratique du mariage des enfants, un phénomène qui gangrène la société nigérienne selon le coordinateur de l'ONG EPAD Niger. Le reportage est de Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou.
21 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont répondu présents à cette rencontre dite de haut niveau sur la problématique du mariage des enfants. Une situation néfaste pour un grand nombre de filles âgées de moins de 15 ans et dont malheureusement le Niger occupe la première place avec un taux de prévalence de 76%. Ce taux veut dire tout simplement que sur 100 filles que vous prenez au Niger, les 76 sont données en mariage avant d'avoir leur 18e année. Alors, vous savez également, c'est un rappel, le recensement de la population du Niger de 2012, qui donnait à peu près un peu plus de 17 millions d'habitants, il a été dénombré près de 50% de femmes. Et sur cette population-là, près de 51,6% sont constitués d'enfants, c'est-à-dire ceux qui sont compris dans la tranche d'âge de 0 à moins de 18 ans. Alors la question qu'on se pose ici, est-ce que le Niger peut se développer avec juste 50% de sa population? Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination qui est faite à l'endroit de la jeune fille parce qu'il ne se retrouve pas dans les mêmes situations d'égalité et d'équité avec les garçons? L'autre question à laquelle cela nous renvoie, quel va être le devenir de notre pays si 50% de la population, sa population est mise en marche en termes de développement socio-économique? Des mesures urgentes s'imposent. Il faudra nécessairement que ce projet de loi qui prévoit que la jeune fille puisse rester à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans soit adopté. Nous en appelons en tout cas à la conscience des députés nationaux. Nous appelons également à la conscience des leaders religieux qui sont quand même progressistes pour certains, de comprendre et de faire passer cette information à leur père que ça n'a fait de mal à personne. L'Arabie Saoudite, c'est là où il y a la Sainte Mosquée où les pèlerins, enfin les musulmans du monde font le pèlerinage. L'âge du mariage est fixé à 18 ans. L'Indonésie, qui est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans au monde, l'âge du mariage est à 18 ans. Il y a des pays comme par exemple le Rwanda, ils ont même amené l'âge du mariage à 21 ans. Parce qu'ils ont estimé qu'à 18 ans, la fille n'a pas encore, en tout cas, la morphologie n'est pas encore prête et elle n'a pas encore fini d'étudier. Le Rwanda aujourd'hui, c'est un pays modèle en Afrique et même dans le monde parce que chez eux, il faut 21 ans pour prétendre à se marier. Le mariage des enfants constitue une violation des droits des filles à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Cette pratique expose les filles à la violence et les enferme, elles ainsi que leurs familles et leurs nations dans un cercle vicieux de pauvreté transmise de génération en génération. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains CNDH. La Commission nationale des droits humains CNDH a reçu à son siège le 26 septembre 2017 le père de Ambali Awal qui s'est entretenu avec les commissaires. Le 3 octobre 2017, la CNDH a été saisie par Madame Ambali Leila Issa d'une plainte enregistrée sous le numéro 534 et qui faisait état d'atteinte à la vie de son mari. Fidèle à sa mission de protection et de défense des droits de l'homme, la CNDH a, le 11 octobre 2017, dépêché une mission d'investigation à la maison d'arrêt de Tera, région de Tillabéri. Il s'agissait pour cette mission de rencontrer les autorités carcérales, le détenu Ambali, ainsi que toute autre personne susceptible de lui fournir des informations précises sur les événements du 22 septembre 2017, dont a été le théâtre à l'établissement pénitentiaire de Tera. Au terme de ces investigations, la mission de la CNDH tire les conclusions suivantes. 1. Que dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 septembre 2017, aux environs de 2h43, des coups de feu provenant de la maison d'arrêt de Tera ont effectivement été entendus. 2. Que les coups de feu en question étaient l'œuvre du garde national qui était de faction, appuyé par un autre garde, tous deux tirant sur un détenu qui était d'un autre quartier que celui de Ambali et aperçu sur le toit en train de s'évader. 3. Que les tirs ne faisaient aucunement
ne visait aucunement le sieur Ambali Awal, qu'en conséquence, il ne peut parler de tentative d'élimination physique de l'intéressé, telle qu'alléguée par sa femme dans sa plainte. Il ressort également des investigations menées par la mission de la CNDH que l'intéressé ne vit pas isolé dans la mesure où il partage le même quartier avec 4 autres personnes. Dans la jouissance de ce droit, le détenu Ambali, à l'instar de ce co-détenu, ne subit aucune restriction ou limitation en dehors de celles que commandent la sécurité et le bon ordre. Aussi, la Commission nationale des droits humains CNDH a saisi cette occasion pour rassurer l'opinion nationale et internationale de sa ferme détermination à veiller à l'effectivité des droits de tous les citoyens et des étrangers vivant sur le territoire nigérien dans le respect des lois et règlements en vigueur. C'était là un communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains CNDH. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin d'un atelier de formation des acteurs de la société civile, des fonctionnaires de l'État et du secteur privé sur la gestion des ressources naturelles. C'est un atelier organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Le compte-rendu de Asama Oseidou et Chebou Guisso. Bâtir une citoyenneté active capable d'influencer la gouvernance des ressources extractives et la gestion des finances publiques, tel est le thème retenu pour cet atelier de formation des acteurs de la société civile, des fonctionnaires de l'État et du secteur privé du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Dans le cadre de la gestion des ressources naturelles du sous-sol nigérien, je me dis aujourd'hui, c'est plus que d'actualité que pour nous il est essentiel en tant que ROTAB de faire en sorte que ces compagnies payent leurs taxes et royalties et autres à l'État que de vouloir presser des citoyens pour pouvoir faire fonctionner l'État. Pour nous, il est clair que l'État peut aujourd'hui faire la pression fiscale nécessaire en veillant à une bonne gouvernance de ces compagnies pour pouvoir faire le développement de notre pays. Aujourd'hui, des compagnies comme Soraz, Somaïr, Cominac et autres s'arrangent toujours dans le cadre de leur gestion à faire en sorte que l'État ne se retrouve avec rien du tout et que les sous-traitants qui sont des filiales de ces compagnies se retrouvent avec les plus grands profits. Je veux parler ici de la gouvernance de la CNPC et de la Soraz, qui, de la bouche d'un même ministre en fonction actuellement, même en charge locative, a fait plus que tripler les charges entre sa filiale hôtelière et les sous-traitants nigériens. Je veux ici nommément citer Solux. Quand Solux a pris en charge les employés de ces compagnies, aujourd'hui, un ministre de sa bouche à une mission de la Banque mondiale a dit qu'ils ont carrément multiplié plus de 10 fois ces charges. Donc, il faut bien que l'État soit beaucoup plus présent et responsable pour que ces compagnies permettent à l'État de générer des ressources. Et ça, c'est pas seulement de la responsabilité des hommes politiques, c'est la responsabilité des citoyens que nous sommes, en veillant scrupuleusement à ce que ces compagnies puissent mettre l'État dans ses droits, en veillant à ce que ces hommes politiques puissent cesser
plus d'agir pour ces compagnies que pour l'État du Niger. Cet atelier de formation qui durera 3 jours, initié par cette structure de la société civile qui veille au grain de la transparence, mais aussi à l'analyse budgétaire, est financé par Oxfam Niger. L'amphithéâtre B de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou-Moumouni de Niamey a servi de cadre ce matin pour le lancement de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines. La cérémonie a été présidée par le vice-recteur. Le compte-rendu de Nafisa Yahya et Halidou Bouraima. Cette cérémonie marque le lancement de la 10e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, placée sous le thème « Rôle des sciences humaines dans la culture du civisme pour une citoyenneté responsable ». Cette rencontre regroupe tous les étudiants des différents départements de notre faculté et aussi un moyen de cohésion sociale de ses membres, tout en resserrant le lien interpersonnel. Cette semaine favorise aussi des échanges entre les anciens et les nouveaux étudiants sur le programme et réalités spécifiques de chaque département. Pour plus d'informations, les étudiants sont informés de l'existence d'un site où ils peuvent consulter le guide de l'étudiant. C'est aussi pour nous l'occasion de faire comprendre aux anciens comme aux nouveaux étudiants que nous sommes dans le système LMD. Qui dit LMD dit semestralisation de cours, des enseignements. Il est donc de notre devoir de respecter ce système pour éviter des années académiques sans fin. Pendant cette semaine, il vous sera aussi discuté sur ce thème pendant les différentes rencontres, le thème de civisme et citoyenneté. Ces deux mots font partie, ou bien c'est la face, c'est les deux faces d'une même pièce. Qui dit civisme dit citoyenneté. Et en tant qu'étudiant, futur dirigeant, c'est ici que vous allez apprendre ce que c'est être civique. Occasion pour le délégué général de la faculté des lettres et sciences humaines de rappeler les raisons du choix de ce thème avant d'exposer les difficultés rencontrées par la faculté. Le choix de ce thème ne résulte aucunement d'un fruit de hasard, mais plutôt découlant d'une prise en compte des réalités concrètes de notre cher pays. C'est pourquoi nous estimons que l'esprit du civisme et de citoyenneté doit nous guider et nous animer tous, car c'est le gage de l'unité nationale, de la stabilité et de la cohésion sociale pour un développement de notre cher pays. Par ailleurs, cette semaine constitue pour nous une opportunité de faire un état des lieux de l'évolution socio-académique de notre faculté. En effet, depuis l'installation du système LMD, les camarades encore subirent des conséquences fâcheuses d'un système boité longtemps considéré par certains acteurs comme un ouf de soulagement. Dans ce sens, il faudrait rappeler que les camarades végètent encore dans une mascarade académique depuis l'institution précoce de ce fameux système. Cela est la conséquence directe des attitudes manifestement laxistes des autorités décanales dans l'exécution normale du calendrier académique. Il est important de souligner, malgré le calvaire intolérable lié aux attentes angoisses de la bourse de vacances, se greffent considérablement d'autres problèmes d'ordre académique, liés singulièrement à l'inactivité des personnels et le manque crucial des agents de la scolarité dans la remise des certificats de la scolarité, des relevés des notes, des inscriptions et des attestations.
Le clou de cette cérémonie a été un sketch sur le civisme réalisé par la troupe culturelle de la faculté, une façon de joindre l'utile à l'agréable. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.